C'est samedi soir, c'est Backcheck XXL et on a eu des émotions XXL, notamment du côté de la patinoire des Vernets où Bienne s'est imposé 5-1. On va revenir sur ce match coup près, sur cette finalissima qui avait lieu ce soir du côté du bout du lac avec nos invités, avec Geoffrey Beauclerc, avec Doug Boulanger, avec Stéphane, bien sûr. Bienne qui désormais a son destin entre les mains après cette victoire avec notamment ce superbe but signé Radgeb. Des émotions ce soir sur toutes les patinoires, surtout du côté de Genève. On va y revenir d'ici quelques instants avec nos invités, bien sûr. Mais messieurs, de quoi se mettre en appétit? Une petite mise en bouche. Ça vous dit? Allez, c'est parti. Ambry, Davos. Plus grand chose à attendre. Hein. Ambry est déjà en vacances. Et puis Davos, ça sera évidemment les pré-playoffs. À noter cette charge 2+10 Ritzmann sur Fischer. Steph, on veut avoir ton avis. Il y aller de bon cœur, comme on dit. Ben, il y aller de bon cœur. Regardez le joueur. Encore une fois, le joueur, il sait qu'il est mis sous pression. Il n'y a pas trop de solutions. Il se tourne face à la bande. Le joueur, évidemment, il en donne un bon coup, mais la question est quel est le degré de responsabilité du joueur qui se tourne au dernier moment? C'est toujours l'éternel débat. Boarding, charge dans le dos, pas. Clairement pas. Parce que le gars, il se tourne, il sait que le train arrive. Boarding, peut-être, mais encore une fois, est-ce que... Quand un gars se tourne au dernier moment, qu'est-ce que peut faire le gars qui va sur lui? S'arrêter? Tu peux pas t'arrêter en une fraction de seconde, ça c'est sûr. C'est l'éternel débat. Doug, t'en penses quoi? Yannick Fischer, là, sur la séquence, en plus, il se tourne, tu te protèges pas. Il n'y a rien que tu peux faire contre ça. C'est malheureux, mais c'est trop dangereux. OK, messieurs. Donc 2+10, juste, mais pas de quoi se crier au scandale. Ah non. Voilà. La question est... je croyais que ta question, c'était rien ou 2+10. Et pas 2+10 ou 5. Non, il a eu 2+10. Je suis entre le rien et le 2+10. Il a eu 2+10, mais c'est très important d'expliquer les gestes sur ce plateau. D'expliquer peut-être aux jeunes joueurs ce qu'ils ne doivent pas faire aussi dans cette situation pour ne pas se mettre en danger. Et c'est ça que vous êtes en train de nous signaler, messieurs. Il se tourne face à la bande, il est à un demi-mètre de la bande, il sait que le gars le poursuit, il se tourne face à la bande. Il s'expose à un certain danger. C'est comme vous engagez sur un passage piéton sans savoir si le gars il vous a vu, quoi. Rien ne sera marqué après 20 minutes de jeu. On arrive à la mi-match avec un fait de jeu intéressant. C'est Robert Mayer qui gardait la cage du côté de Davos à 30 minutes. Pile poil, Doug, il va laisser sa place à un jeune joueur, Crochet, que tu connais, formé à Genève, c'est ça? Oui, c'est un jeune, si je ne me trompe pas, de 2003, l'année de naissance. A été formé à Genève et est parti juste avant les novices élites ou U15 élites faire le sport-études de Davos, qui est assez reconnu. Puis depuis ce temps-là, a évolué au mouvement junior de Davos. Donc, gardien de talent, assez bon gabarit aussi, donc il a bien fait. C'est quoi, Geoffrey, là? Tu donnes un demi-match à un joueur. Pourquoi tu le mets pas au coup d'envoi à ce moment-là, si tu veux lui donner de la glace? C'est étonnant, effectivement, mais on sait que je crois qu'il y a Schliemann, le gardien de Davos, est blessé, si je dis pas de bêtises, donc il veut faire quand même jouer Meyer. Meyer, saison pas exceptionnelle. Et puis bon, vu que le classement pour Davos est déjà fait, ben tu donnes 30 minutes effectivement pour que le jeune Crochet prenne un peu d'expérience. Mais on peut voir ça des deux côtés. Ça peut sembler bizarre pour certaines personnes et puis normal pour d'autres, hein, je veux dire. Mais avec Volven aussi qu'il aime bien se faire remarquer par certaines prises de décision. Moi, je sais pas comment. Je sais pas si c'était ton gardien numéro 1. Franchement, je sais pas comment tu le prends, quoi. Je suis désolé de le dire. Hein. Il y en a qui le prennent bien, d'autres on voit pas ça. Non, mais on voit ça hyper rarement. Je suis désolé. En National League, tu vois ça en National League, toi? Non, match amicaux. Peut-être qu'il y a une petite blessure, un petit inconfort. Il s'est dit, je veux pas prendre de chance. J'ai mal à Arrête, à 30 minutes, Steph, pile poil. Bref, on va pas épiloguer pendant 30 ans là-dessus. On va surtout voir le 1-0 de Sverger en deuxième période. Là aussi, c'est le premier but du match. Regardez, il reste 5 minutes à jouer. C'est Egli qui va être à la lutte avec Finn qui va oublier le puck. Et finalement, donc, comme ça semble simple pour Sverger de marquer ce but. Non, très bon jeu. Il récupère un puck. Sverger peut l'enfiler. Puis c'est toujours difficile pour un gardien quand ça vient nord-sud là, de bien se positionner et réussir à fermer la porte là-dessus. Là.
Et on le voit avec cette ouverture du score. Donc 1-0, seul but marqué en deuxième période. Ça sera donc le score pour Ambry après 40 minutes de jeu. Davos va revenir dans la partie à 4 contre 5. C'est Fabrice Herzog qui va trouver l'ouverture, qui va pouvoir récupérer ce puck, Geoffrey Vauclair. Il a bien senti le coup, il a un peu triché sur cette action. Il a bien joué le coup. Et puis les joueurs d'Ambry ont très mal joué le coup, je dois dire. Je crois qu'il a déjà marqué pas loin de 17 ou 18 goals, Herzog, cette année. Il a une super saison. Il a signé, je crois qu'il part à Zug, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je pense que c'est une très bonne signature pour Zug. Un gros gaillard, très physique, mais qui fait aussi une excellente saison, quoi. Puis sur la séquence, il se moque de Chacho. Chacho était déjà descendu, puis il l'a bien mis. Et puis là, c'est Ambry, c'est la réponse du berger à la bergère, hein, vous le voyez, puisqu'à 4 contre 5, c'est Muller qui va marquer le game, winning goal. Victoire d'Ambry, Piotta, des victoires qui viennent avec un peu de regret, un peu tard, hein, finalement, dans le championnat, dans un match qui, voilà, avait un petit côté amical. Ouais, ils sont moins impliqués. Clairement, d'abord, je ne veux pas se blesser pour les playoffs, et puis Ambry joue pour jouer. C'est comme ça, hein, c'est la première année que les deux derniers sont éliminés à la fin du championnat. Normalement, on a toujours cette promotion relégation, play-out, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais cette année, il n'y a plus ça, donc c'est bye-bye. En vacances. Lundi soir, ils sont en vacances. Pas mal. Hein? Plus pratique pour les bouchons. Être C'est tranquille, il n'y a plus personne de toute façon. Tout le monde est déjà parti. Nous, on va partir du côté de Zurich cette fois-ci. Zurich-Lausanne, le duel des Lions, très important pour Zurich. Il leur manque qu'un petit point. On le rappelle, 2 matchs au programme, 1 point pour que Zurich soit qualifié pour les playoffs. Et du côté de Lausanne, il fallait un peu se rassurer après la claque reçue à domicile face à Genève-Servette. Pas de but lors des 20 premières minutes de jeu. Rien de particulier à vous montrer. Pas de but durant le deuxième tiers. Rien de particulier à vous montrer. On va vous montrer maintenant, une image qui nous fait froid dans le dos. C'est Emerton qui va prendre un puck, Stéphane, au-dessous de l'épaule un peu. Au-dessus du bras, regardez, il est contré par un adversaire. Il reçoit le puck dans les côtes, en dessous du bras. Il y a toujours un petit espace, évidemment. Il n'y a pas de protection au-dessous du bras. Et il semblait avoir le puck dans les côtes. Ça semblait lui faire très, très mal. Il est resté sur la glace de longues minutes. Regardez le puck qui arrive. Au début, on pensait que c'était la tête, mais non, c'est les côtes. Et pour les gens à la maison, là, on n'a jamais de protection. On protège la colonne, le plastron protège la colonne, mais tout ce qui est l'extérieur, c'est rien. Donc, quand tu prends un coup là, généralement, puck dans les côtes, là, ça tu le sens passer, puis ça te laisse des traces. Ce qui fait souci, c'est qu'on voit qu'Emerton, après avoir reçu le coup, essaie de se relever et il se laisse tomber par terre. Donc ça, c'est pas bon signe. J'espère que c'est pas trop grave pour lui, quoi. Et puis on est d'accord, tu as des coups de fêlé, tu joues pas. Hein. Tu peux jouer, mais tu as intérêt de résister à la douleur. Hein, parce que tu peux faire un truc, là. Tu as surtout intérêt que l'autre équipe soit pas au courant. La prochaine équipe contre qui tu joues, il ne faut pas qu'elle soit au courant que tu as des côtes qui sont touchées, parce que tu vas y avoir droit. Hein, ben c'est ça. Mais ça fait, c'est pas hyper dangereux, mais ça fait mal. Mais juste un hématome intercostal, ça suffit. Moi, j'ai sifflé des playoffs avec des côtes fissurées. Je peux vous dire que ce qui me faisait le plus mal, les garçons, c'était... respirer. À chaque fois que je donnais un coup de sifflet. Donc, je peux vous dire que le nombre de pénalités que je donnais a drastiquement diminué parce que je voulais éviter de siffler. Non, donc les mecs casser les côtes des arbitres, ils sifflent moins, c'est bon. Exactement. On se marre, mais j'espère que le pauvre Emerton, il n'a pas le rhume des foins parce que s'il a une côte fêlée, là, il va déguster en éternuant, ça va être sympa aussi. C'est 6 semaines. Lausanne va passer l'épaule. Regardez, on est tout en fin de match et c'est Beson. On va rendre à César ce qui est à César. Doug Boulanger qui avait un œil sur ce match, il a annoncé le but avant même qu'il arrive. Doug, t'as vu ça quoi? Sur le face-off, t'as vu comment? Un petit set play de Lausanne qui est préparé avec une petite passe à l'ami Boson pour un super one-timer. Weber, il pouvait rien sur la séquence. C'était préparé d'avance et ça sentait le goal à plein nez. Tu te rappelles Grossman, là, qui a touché le puck après joueur à l'engagement? Il a fait reculer le Zurichois sur l'engagement. Pour je sais pas combien de fois, il était hyper attentif. Il a appelé, je crois, le linesman pour dire hey, regardez, regardez. Et finalement, c'est Berchi dans la cage vide avec ce petit coup d'œil de Malkin. Merci, salut, au revoir. Et hop, facile. Un de plus pour Berchi, quoi, qui fait aussi une super saison, hein, qui a été un joueur très régulier cette saison, j'ai trouvé. Un des meilleurs attaquants de Lausanne. Très, très régulier, excellent patinage. Bon, après, sur ce coup-là, bien sûr qu'il n'a pas dû faire grand-chose, mais il faut être au bon moment, au bon endroit. Et c'est un match qui s'est joué à la toute fin aussi. Hein, donc, Lausanne a marqué sur le set play très tard. Ça a été un très, très bon match de hockey, très rapide, physique aussi. Donc, c'est de bonne envergure pour les playoffs. Zurich qui devait faire des points pour se qualifier, n'a pas fait de points.
Donc, Vous vous rappelez, avant cette soirée-là, enfin, en avant-match, hein, on avait dit Zurich, cette année, il est comment, etc. ils devaient faire un point. Avec un point, ils étaient bons, mais non. Bon, et c'est Langnau, dernier match. Mais on va voir que Langnau, ce soir... ouais. Attention, d'abord, on va écouter une réaction du côté du Lausanne Hockey Club. Écoutons Christophe Berthier à l'interview. Christophe Berthier, victoire ici à Zurich, une victoire qui a eu de la peine à se décider entre deux équipes qui ont mis beaucoup d'intensité dans cette partie. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'était un match très intense. Je pense qu'on a quand même dominé un petit peu par tout le match, mais à la fin, c'était l'équipe qui marque le premier goal qui va gagner, quoi. Ouais, c'est une grosse performance défensive, hein, quelque chose que vous n'avez pas réussi à faire contre Genève. Comment vous expliquez cette immense différence? Bah, ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il n'y a pas vraiment une explication. Peut-être on était aussi un petit peu fatigué contre Genève, mais après, ça fait quand même que 2 jours qu'on les ait joués. Mais ouais, aujourd'hui, on a très bien joué défensivement. Tobias, il a très bien joué. On ne leur a pas laissé beaucoup de chance. On a bien fermé le milieu de la glace. Et puis, on a quand même aussi beaucoup créé. Je trouve, le gardien, il a quand même fait des bons saves aussi. Et puis, ouais, je trouve que c'est un petit peu l'histoire du match. Merci Christophe. Merci. Et l'histoire du match, Tobias Stéphane, de retour dans la cage, blanchissage, on en parlera tout à l'heure, messieurs, au niveau des 3 étoiles de la soirée. On va passer à notre match, à Rapperswil-Lugano, avant cela. Rapperswil-Lugano, du côté de Lugano, on le sait, on a déjà composté son billet, on sera en play-off et on s'est promené ce soir de l'autre côté du bout du lac de Zurich, puisqu'on s'est véritablement amusé en première période, le 1-0 de Valker. On voit le début de la séquence, Stéphane, avec un Iffeler qui se retrouve par terre. Et à la fin de celle-ci, Valker va récupérer le puck et va ouvrir la marque sur cet envoi. Bon, là, ce qu'il aurait dû avoir, c'est une pénalité. Au départ, Valker, le joueur de Lugano qui rentre en contact avec le gardien. Attends, on va la voir. Donc, le 1-0, ok, très bien. Mais la polémique, c'était, voilà, on a vu que Niffeler a été rudoyé avant. Il a été rudoyé bien avant. Donc, il a eu un contact qui aurait dû être pénalisé de 2 minutes, à mon avis, qui n'a pas été pénalisé. Le joueur qui s'est relevé, le gardien a perdu sa canne. Est-ce qu'on va le voir maintenant? Oui, on va le voir, c'est parti. On voit le magnéto. Voilà. Ça, ce contact-là, c'est 2 minutes pour moi. C'est Harburger. Donc ça, il doit être pénalisé. Il n'est pas pénalisé. OK, on l'a oublié. Mais là, regardez, il y a 4, 5, 6, 7 secondes où le gardien peut se faire un reset, se relever. Il ne prend pas sa canne par choix. Regardez, il a le temps. Il est bien placé sur ses appuis, le puck dévie. Voilà. Et là, après, tu ne peux pas dire « Ah, ben, on a manqué une pénalité 6 secondes avant. On peut refuser le but. » Non, c'est trop tard. On peut aller le voir pour une cross-haute, mais pas pour ça. Pour une cross-haute, une passe avec la main. S'il y a une cross-haute, une passe avec la main sur la séquence et le puck n'est pas retourné en zone neutre, on peut annuler un but, mais pas pour une pénalité non sifflée, parce que là, on ne sort plus de l'auberge. Hein. Est-ce qu'on peut aller voir un accroché? C'est parce qu'on pourra aller voir un accroché ou n'importe quoi. Il ne faut pas leur donner cette idée, hein, surtout pas. Parce qu'on dort ici autrement. Hein. On va voir ce qu'ils ont mangé ce matin, et puis après, on est d'accord. Donc pas de polémique, 1-0 pour Lugano après 20 minutes, puis en deuxième période, ça va largement s'accélérer, on va le voir avec le 2-0 signé Piccolo. Fazzini, 21e minute de jeu, on récupère le puck par un certain Josephs. Et Fazzini, facile, top shot comme on dit, 22e but, Doug. C'est un sniper, puis quand tu lui donnes le puck dans le slot, là, c'est... Il n'y a pas besoin de 2 chances, donc très très beau tir. Il a été patient aussi sur la séquence, puis Niffeler, il ne pouvait rien. 22 buts quand même pour lui. Il y a des coachs qui le faisaient jouer sur le 4e bloc. Ouais, il a marqué 3 goals une saison, effectivement. Incroyable. Arcobello à 4 contre 5. C'est le spécialiste du jeu à 3, c'est le spécialiste aussi du jeu à 4, du jeu à 5. Bref, il sait tout faire, puis voilà, il ne rate pas ce genre d'occasion finalement. Ouais, surtout là, on voit le défenseur de Rapperswil, il est quand même gourmand sur sa passe. Hein, quand on sait que Arcobello, c'est pas difficile de le reconnaître, il a un casque jaune, puis on sait qu'il est malin, donc tu n'essayes pas une passe comme ça à la ligne bleue. C'est la même chose sur la séquence précédente où avec le 2 contre 1, c'est parti parce que le défenseur perd le puck. Vous savez quand... Sanger qui va marquer le 4e. Non, mais vous pouvez continuer de parler parce que Lugano va gagner 5-0. Donc on va avoir le 4e avec Sanger, puis le 5e. Si vous voulez savoir si un joueur est très bon offensivement, posez la question à tout le monde. C'est quoi son numéro à lui? Ça veut dire qu'il a le top scorer toute l'année. On va faire un sondage en Suisse. Quel est le numéro de Marc Arcobello? Quel est le numéro de Marc Arcobello? 36. Ah, c'est juste, ouais, mais je ne l'aurais pas su. C'est 36, effectivement. Donc, ça veut dire que quand tu as le maillot de top scorer...
Personne ne se souvient de ton numéro. Tu vas nous faire un quiz sur tous les top scorers ce soir ou bien... Non, c'est pour ça qu'on a l'habitude on n'a pas l'habitude de l'identifier par son numéro. Reto Souris qui va marquer le 5e, 39e minute de jeu. Plus rien ne sera marqué dans ce match. 5-0, merci, au revoir. Blanchissage de Schlegel. Mais Lugano, franchement, et on sait qu'ils vont bien, Geoffrey, mais ils se préparent, mais tranquillement. 19 victoires, 5 défaites le 24 dernier. Ça a été porte ouverte. Là. 4 des 5 goals, c'était des surnoms 2 contre 1 et 1 contre 0. Donc, Bien sûr, il y a un jeune qui fait son retour au jeu. Je ne suis pas sûr s'il n'a pas joué le dernier match, mais Elia Riva. Il a joué le dernier match. Il a joué le dernier match, il vient de revenir. Souvenez-vous, c'est lui qui avait subi la chasse de Damien Ria, qui est rentré tête première contre la bande. Il a passé des sales moments, je peux vous dire, j'ai parlé de ça avec Serge Pelletier. Il a dû rester dans le noir pendant un long moment. C'est un jeune qui vit seul en appartement. Il a retourné chez sa maman parce que s'occuper des tâches quotidiennes, faire à manger, les courses, etc. Pendant quelques semaines, ça a été hyper compliqué pour lui. Il revient de très, très loin, le jeune homme. Donc, il a passé des moments difficiles. Retour au jeu pour lui, on est content. Ouais, coup de chapeau à lui, en effet. Puis merci de souligner l'importance de son retour, Stéphane. On va passer à Genève-Bienne, la finalissima de cette soirée. Les données du problème étaient simples. Genève l'emportait. C'était bon pour les Genevois. Et pour Bienne, évidemment, tout se compliquait ensuite. Genève était donc maître de son destin avant ce match. Et qu'est-ce qui s'est passé du côté des Vernets? On a vécu véritablement une soirée Hitchcockienne. Pourquoi? Un seul but lors des 20 premières minutes de jeu. Tom Ernest, une fois, 2 fois, 3 fois, le coup d'œil, le double kick de Marc, on en a largement parlé. Mais d'abord, Doug, Tom Ernest. Incroyable. La feinte qu'il fait pour mettre le puck au deuxième poteau. Il y a 3 joueurs biennois qui se sont tournés. Ils étaient complètement à l'ouest. Puis après, on peut parler du but de Marc où il la ramène avec le pied. Pour moi, c'est un bon goal pour la seule et unique raison que quand tu fais une demi-lune avec ton patin comme il le fait sur son patin gauche, ça veut dire que ton poids est sur les talons. Et pour faire ça, il voulait juste terminer son mouvement de hanche pour faire le tap-in, pour mettre le puck au fond du goal, puis c'est le puck est resté collé à son patin. Donc pour moi, c'était pas un kick. Pas un kick, on en a beaucoup parlé. Moi, je l'ai vu dans la ligne qu'on a pris cette année, très laxiste sur les patins. Donc, c'est toujours un but avec le patin, à moins que ce soit un truc incroyable qu'on puisse voir depuis l'autre bout du pays. Là. Donc, un mouvement du patin. Donc là, c'est clairement... Moi, je pense que le geste final est juste. Il n'est pas juste, mais n'est pas intentionnel. Il n'y a pas de kick, il n'y a pas de mouvement du pied. Et ce qui nous a interpellés, ce qui m'a interpellé, c'est de savoir qu'il a de réceptionner le puck avec le pied droit, la ramener. Il voulait le ramener avec le pied droit, il voulait la ramener sur sa canne. Il n'a pas pu le faire, c'est le pied gauche qui l'a mis au fond, mais c'est intéressant. Double kick, là. Tu le ramènes déjà avec un pied, puis accidentellement avec l'autre. Quand tu fais un kick, tu le fais avec les orteils, non pas avec les talons déjà au départ. Donc, sur la séquence... Je sais pas, j'ai jamais joué au foot, je peux pas te dire. Ça s'appelle une talonnade. Une talonnade. Si tu fais ça. Mais si tu arrives à viser le puck, en levant le patin, en portant le patin, puis en le mettant comme ça, c'est fou. Le but est bon. Dans la ligne de cette année, le but est clairement bon. Ce qui m'interpelle, c'est le double kick, de savoir qu'il ramène déjà avec le patin, puis après ça, plus ou moins accidentellement avec l'autre. C'est une situation inédite. J'ai hâte de voir. Je reçois toujours les rapports que la direction des arbitres envoie parce que quand il y a des situations spéciales, ils font un protocole. Ils envoient un protocole aux arbitres en disant voilà la situation, voilà la décision qui a été prise, voilà comment on doit l'analyser, voilà quelle décision aurait dû être prise. Okay. Donc, peut-être une histoire à suivre. À mon avis, on va dire que c'est un bon but. Et l'explication du double kick va peut-être faire jurisprudence. Pour parler en termes... Une très juste. J'allais dire, Geoffrey, tu te réjouis de lire les protocoles. Ah ouais, j'adore ça. On va faire un protocole. On l'a jamais vu celui-là, on va faire un protocole. Je peux vous dire que j'en ai lu des protocoles 2-3 fois. Je me suis dit, OK. Ils sont en français, Stéphane, les protocoles? Si, ils sont traduits. Non. Puis pas en français fédéral, du très bon français. Okay. Non, c'est bien fait, c'est bonne information. Et il y a un statement qui est fait, un état des lieux. On dit, voilà la situation, voilà la décision qui a été prise. Voilà comment on doit l'analyser. Bonne décision, mauvaise décision. Et les arbitres peuvent construire là-dessus. Ça rigole pas. Non, c'est du sérieux. Hein? Puis il y a des couleurs, il y a des verts, il y a du rose, il y a des trucs surlignés. Non. C'est... Non, mais nous, on ne plaisante pas. Avec le règlement, c'est le règlement. Rappelle-toi, il y a 2 ans en arrière, on a mesuré les cannes, tout d'un coup, on sortait de nulle part, on a pris la règle, il doit y avoir une règle, on a mis la règle, on doit taper. Mais en fait, normalement, ils n'auraient pas dû taper. C'est vrai ou c'était pas vrai? C'est vrai. Ils n'auraient pas dû forcer. Est-ce qu'il y a eu un protocole là-dessus? On ne sait pas, parce que nous, on ne peut pas les voir. Mais Stéphane vous donnera le code couleur à la prochaine émission. Merci. Oui, on a de la mémoire ici, monsieur.
Allez, après 20 minutes de jeu, il ne faudrait pas oublier, oui, il y a un 0 pour Genève, mais Bienne a eu des possibilités à 5 contre 3, n'a pas très bien exploité. Il y a eu des chances aussi en deuxième période, même à 4 contre 5, hein, on le voit, on a forcé, on a tenté des choses, Forster, on le voit là. Bienne était vraiment pas loin, n'a jamais été loin dans ce match, il faut le rappeler. Non, il n'y avait pas une grosse différence entre les deux équipes. Hein. Je dois dire que Bienne aurait presque pu aussi marquer avant cette fin de match, parce qu'il y avait un grand Gauthier Desclous jusque-là, qui a fait pas mal de gros arrêts très importants. Mais c'est vrai que Genève attaquait énormément, mettait beaucoup de pression sur la défense biennoise. Mais à contrario, ça permettait aux Biennois, quand ils récupéraient le puck, de jouer le contre, ce qu'ils ont très très bien fait. Ouais, nouvelle illustration en troisième période, on va le voir. Gauthier Desclous qui retarde l'échéance, ou bien qui récupère beaucoup de pucks, Doug en zone neutre, qui met de la pression aussi sur Genève, et qui, voilà, Gauthier Desclous qui est là, qui fait un arrêt incroyable. Gauthier était solide tout le long du match, ça s'est joué sur les 3 dernières minutes, puis écoute, il ne pouvait pas grand-chose, même s'il a pris 5 goals, là, c'est très, très sévère pour la performance qu'il a donnée ce soir. On ne sait pas si on est croyant dans le sport, mais en tout cas, parfois, on se demande si les dieux du hockey ne choisissent pas leur camp. Regardez ça. À 3 minutes de la fin du match, c'est Tyler Moy qui va toucher les poteaux du camp biennois. Grosse action de la part de Genève. Paf, le premier poteau, le deuxième aussi. Et là... Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Tu te dis, c'est pas possible. Et Genève met toujours un 0 à ce moment-là. Hein. Et juste avant, Éric Fer avait manqué une cage ouverte complète. Ils avaient eu la chance de tuer le match. Hein. Non, franchement, là, c'est pas de chance pour Tyler Moy. Dans le dos du gardien, peut revenir dedans. Voilà, comme quoi... Moi, je parle des dieux de... Question très honnêtement, là, c'est 2-0. Tu te dis, bon, ok, d'accord, c'est terminé. Et tout d'un coup, arrive ce qui arrive, une fin de match complètement folle du côté du HC Bienne, qui va d'abord égaliser. Une égalisation signée Forster, justement. On l'a beaucoup vu dans ce match, Forster, franchement, Geoffrey. Du fait aussi que Kevin Fay s'est blessé à l'échauffement, et puis je pense qu'il a eu beaucoup plus de temps de glace. Effectivement, il s'est porté pas mal à l'attaque de tout le match, Forster, et ça a été payant pour lui sur cette occasion-là. Peut-être le plus mauvais moment, je crois que le puck est touché par l'attaquant genevois, si on voit bien au ralenti. Il me semble que Winnick touche le puck sur le shoot. Il y en avait un là, avec un casque particulier qui était un petit peu en retard. Radgeb, parle-nous de ce but. Radgeb, il se décale. Miranda se fait prendre à contre-pied. Il y a aussi un double écran. On a parlé de double kick, mais là, c'est un double écran parce qu'il y a l'ami Damien Brunner qui passe juste devant Gauthier avant le départ du shoot, puis malheureusement, Gauthier ne peut rien y faire sur la séquence. Le shoot est magnifique aussi. Il y a un screen, il y a un écran, et puis le puck arrive. Le geste technique de se décaler comme ça, c'est... À ce moment-là du match, avec l'importance que ça a, bien sûr. Et Offert, on va le retrouver, ça va être l'homme de cette fin de rencontre. Il va marquer le 3-1, il va même marquer le 4-1, avant que Moser ne marque le 5e. Et là, tout d'un coup, comme on dit Geoffrey, il y a tout qui rentre. Tout ce qui n'est pas rentré avant, là. On se rattrape. On se rattrape. Non, écoutez, c'est clair que c'était dur, c'était un coup sur la tête pour les Genevois. Hein, donc automatiquement derrière, il y a tout qui se dérègle et puis ça permet aux Biennois de marquer des goals. Mais c'est vrai que le résultat est lourd pour les Genevois. Mais chapeau aux Biennois parce qu'ils n'ont jamais lâché, quoi. Chapeau biennois, on va aller voir la vidéo sur ce but-là. Mais Stéphane, comment t'expliques, toi, que Genève se soit écroulé comme ça en fin de rencontre? Je me l'explique pas vraiment. Voilà, il y a un peu d'opportunisme de la part de Bienne. On a vu le poteau, etc. Après, après les 2 derniers buts, là, c'est de la cosmétique. Là, ça ne veut absolument rien dire. Je ne peux pas dire qu'ils se sont écroulés. Ils ne sont pas écroulés. Ils n'ont pas été, dominés. Non, ils se sont écroulés au niveau. Ils ont pris 5 en 2 minutes. Hein. Je ne sais pas comment t'expliquer. Ouais, non, mais les deux derniers, ils ne comptent pas. Où ça a été quand même compliqué, c'est les 5-10 dernières minutes où défensivement, c'était erreur par-dessus erreur. Les gars cherchaient les pas. C'était beaucoup moins structuré qu'il l'était. Donc là, vous regardez Omar sur une des séquences, là, il ne savait même plus comment il s'appelait. Il ne savait même plus son joueur était où. C'était... Pauvre gars, il cherchait quelque chose dans le slot. Je ne sais pas il était où, mais c'était. Mais tu parles des clous. Est-ce qu'il n'a pas finalement un peu caché? C'était pas l'arbre qui cache un peu la forêt finalement aussi. Sur 2-3 actions, clairement. Hein, je veux dire, il y a eu 2-3 méchantes actions où tu as un gardien, on va dire, normal.
je veux dire, c'est plutôt peut-être Bienne qui est devant le dernier tiers, quoi. Après, il y a eu aussi un gros arrêt de Van Pottelberg 1 ou 2 fois. Mais je dirais que Desclous, il me semble, a eu beaucoup plus d'occasions importantes, beaucoup plus d'arrêts importants à faire que le gardien de Bienne. Bienne a désormais donc son destin entre les mains. On va écouter une réaction à la suite de cette victoire. On va écouter Marc-Antoine Pouliot. Quelle fin de match, 2 minutes et 31 secondes pour marquer 5 fois. Comment est-ce que, Marc-Antoine Pouliot, vous avez vécu ce match et ce dénouement absolument hallucinant? C'est un super feeling, c'est clair qu'il fallait gagner. Mais ça ne représente pas vraiment le match. On a gagné 5-1, mais ça a été serré du début jusqu'à la fin. Donc, ouais, on est super contents, mais en même temps, il faut gagner le prochain match, là. Racontez-nous comment ça s'est passé de retour au vestiaire, toutes ces émotions sur la glace et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous vous dites dans le vestiaire? Il y avait une super énergie, tout le monde était content, c'est clair. On avait l'énergie du désespoir, mais en même temps, comme j'ai dit, il faut rester sur terre. Il nous reste un autre match contre le leader du championnat, donc ça ne sera pas facile, là. Merci beaucoup. Merci. La joie, évidemment, sur le visage de Pouliot. Faudrait pas oublier, et on a oublié de vous le signaler, là, que Kevin Fay s'est blessé lors de l'échauffement du côté de Bienne, qu'ils ont quand même manqué un 5 contre 3. Enfin, tu te retrouves dans des circonstances quand même, tu te dis c'est mal barré. Bienne sans Ishier, Rayala, Fuchs, ça fait du monde, hein. Ça te fait un bloc complet qui est absent. Puis, chapeau à Bienne qui a trouvé un moyen de gagner, puis qui se donne une chance de pouvoir gagner une place dans le top 6 lundi. Allez, messieurs, on va écouter une réaction contrastée, forcément, du côté de Genève Servette. On va écouter Arnaud Jacquemet. Arnaud Jacquemet, quelle fin de match en 2 minutes et 31 secondes, vous avez concédé 5 buts. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on le savait, on ne les aurait pas pris. Donc voilà, ça fait mal là, à ce moment, juste après le match. C'est dur de trouver les mots, mais voilà, la saison n'est pas finie. Et puis on a quand même quelque chose, les pré-playoffs à préparer maintenant. Donc là, il faut aller vers l'avant. Qu'est-ce que vous allez dire à votre équipe dans quelques instants? Vous êtes le capitaine dans ces moments. C'est à vous, avec cette responsabilité, de réussir à trouver les mots justes pour relancer votre équipe. Qu'est-ce que vous allez leur dire à vos coéquipiers? Je vais leur dire que là, la saison n'est pas finie. On peut encore réussir quelque chose, mais il faudra passer par les pré-playoffs. C'est pas ce qu'on envisageait avant ce match. C'est pas ce on voulait pendant 58 minutes, et puis là, il nous aura manqué 2 minutes. Si on est dans cette situation, c'est parce qu'on le mérite. Là, à nous de nous en sortir. Merci beaucoup. Merci. Les murs des vestiaires des Vernets ont dû trembler, Stéphane. Alors, elle est passée par les pré-playoffs, c'est pas encore fait. On vous en parlera au niveau du classement, de voir quelles sont toutes les possibilités qui vont arriver. Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Il y a la question du temps mort. On se posait aussi la question aussi. Est-ce que... J'aime pas toujours second-guesser, comme on dit, critiquer le choix de l'entraîneur, parce que quand tu n'es pas sur le banc, tu sens pas tes troupes, la décision de prendre un temps mort ou non est facile à faire. Mais à 1-1, ton équipe est organisée, est-ce que c'est le temps de prendre un temps mort? Je sais pas. À 2-1, est-ce que c'est le temps de prendre un temps mort éventuellement? Je pense que la question était sur le temps de possession. Est-ce qu'on va mettre la main sur le puck et être capable de sortir notre gardien? Puis défensivement, ça n'a pas fonctionné de ce côté-là. Donc là, il ne faut juste pas non plus tout remettre en cause. Il ne faut pas oublier que Fair peut faire le 2-0. Moi, il y a une monstre chance de marquer. Puis le match est tué. On n'en aurait jamais parlé. Là, on parle des 2 dernières minutes et demie peut-être. Puis clairement, on peut se demander si le 2-1 ou 3-1, on peut prendre le temps mort pour calmer tout le monde. Mais je pense que dans une situation comme ça, il voulait juste avoir soit un face-off en zone offensive ou soit avoir une possession de puck pour réussir à relancer les troupes. Puis voilà. Ils l'ont pas eu. Le timing n'a pas joué. Puis voilà. Il paraît qu'en entrevue, Pat Témon n'a pas été tendre avec ses leaders, semble-t-il. A été assez cinglant avec ses leaders en entrevue d'après-match avec les médias. C'est certain que tu n'as pas à être tendre avec ton leadership, parce que quand tu regardes le match, c'est eux qui ont fait les plus gros turnovers. C'est eux qui ont fait les revirements, qui n'ont pas géré le puck. Puis à un moment donné, surtout sur la fin de match, tu dois prendre tes responsabilités et te faire attention, parce que ils ont joué presque à 3 blocs tout le long. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Chapeau à Bienne avec tous les joueurs qui leur manquaient. Là. Fuchs, Trayala, Fay, Ugly, avec des joueurs de chaud de fond. Peuvent-ils réaliser l'exploit? Parce que c'est quand même un petit exploit qu'ils ont fait ce soir, surtout avec la physionomie du match, puis enfin, comme ils l'ont fait. Est-ce qu'ils peuvent aller battre Zug lundi? Comment Zug va
entreprendre ce match-là lundi? Est-ce qu'ils vont le prendre comme à Langnau ce soir? On va en parler après. Ou est-ce qu'ils vont jouer à fond en disant c'est le dernier match avant les playoffs, il faut jouer à fond comme un vrai match? Ou on va jouer pour ne pas se blesser, puis on va mettre Hollenstein dans la cage comme ce soir? Parce que là, c'est... Tu auras la réponse en voyant le gardien qui aura dans les goals à Zug, quoi. Je pense que ça te donnera déjà une certaine information sur... Bon, moi, je pense qu'il n'y a pas de doute. Là, ils vont retourner avec Giannini. Voilà, je veux dire, en connaissant le coach de Zug, hein, qui est quand même, qui demande à ses joueurs d'être très sérieux, très professionnels, je pense que tu ne peux pas te permettre de dire à tes gars, écoutez, on est déjà tout en haut, on va y aller tranquille, tout ça. Moi, je pense que justement, tu dois préparer tes gars pour la suite, quoi. Surtout qu'ils ont perdu ce soir, donc peut-être qu'il va dire, là, les gars, on ne peut pas se finir la saison sur 2 défaites, 2 petits matchs. Non. Donc peut-être que c'est pas de bon augure pour Ben. C'est difficile de savoir, mais on sait très bien que, vous savez, les gars, tes joueurs... Ouais, tu lâches un peu la pression. Tu veux pas te blesser, hein? Ouais. Le coach, tu peux dire, les gars, on y va, mais tu veux pas bloquer de shoot, tu veux éviter de te blesser un épaule, tu vas pas te mettre en danger. Sans dire que tu vas jouer facile, tu vas pas te mettre en danger dans un match pour toi qui veut rien dire. T'es d'accord? Ça, c'est vrai. Tu le sais très bien. Hein? Quand tu pars à la maison, tu donnes un bisou à maman, à copine, et puis tu dis, t'inquiète pas, je veux pas m'amocher ce soir, chérie. Voilà. Non, mais c'est vrai. Oui. Le coach, il le sait, ça. Puis que le coach, même s'il dit n'importe quoi dans le vestiaire, les gars vont dire, ouais. Mais il le voit assez rapidement, le coach. L'équipe est un peu en flottement. Tu perds pas de cartouche non plus à pousser tes gars pour rien dans un match comme ça, non? Non, c'est sûr que Zug ne tournera pas 2 blocs et demi tout le match parce qu'il va vouloir gérer son match. De là à lever le pied, ça, c'est une autre chose. Mais le match, de toute façon, Bien a beaucoup plus quelque chose à gagner sur ce dernier match. Ils ont tout à prouver et à gagner leur ticket, quoi. Eh oui, à bien d'aller la chercher, comme on dit, de toute façon, face à Zug. Messieurs, Zug, justement, face à Langnau, ce soir, le choc des extrêmes. Il y a eu match, en effet, du côté de l'Emmental, parce qu'on sait qu'à Langnau, c'est toujours très difficile d'aller jouer. La preuve pour Zug, qui menait pourtant 1-0, 17e minute de jeu. Sampteller qui va ouvrir le score avec Gross au niveau de l'assist. Le puck qui traîne devant la cage, c'est Stettler qui est au but du côté de Langnau et du côté de Zug Hollenstein. D'où toute la discussion qu'on vient d'avoir sur la présence de Giannini ou pas lundi. 1-0 pour Zug, mais Langnau va revenir dans cette partie et va surtout égaliser avec un certain Blazer. On va le voir. Le défenseur Blazer, on va demander un coach challenge du reste sur ce but. On cherche pourquoi. Revoir ce but. Probablement pour un hors-jeu à l'entrée de zone. Pour un hors-jeu avant la séquence. Parler d'un gardien masqué, là, vous avez un bon exemple. Aucune idée. Il n'a aucune idée où le puck arrive, il est masqué. Évidemment, c'est les juges de ligne qui sont allés, donc c'était pour un hors-jeu. Je vais sortir mes lunettes. Oh! C'est difficile à juger, on va le voir ici, regardez. Pas que dans les airs, là, aïe, il n'y a pas de caméra sur la ligne. Oh. Impossible de savoir. C'est impossible, c'est dans les airs, pas de caméra sur la ligne. On est dans l'effet parallaxe, plus. Je pense que... Non, mais c'est vrai, on est en angle, pas que dans les airs. Hein? Prochaine étape, les caméras sur la ligne. Caméra sur la ligne serait pas mal. Mais si on met des caméras sur la ligne, pardon de dire ça, mais du coup, le juge de ligne, il fait que les engagements? Un peu de choses près? Bon, il y en a une noire de Moscou derrière lui, ça c'est sûr. Allez, deuxième période. Langnau qui va appuyer sur l'accélérateur et qui va trouver en Jules Stourny, un de ses sauveurs. Regardez, hop, tac, ce puck. On ne sait pas vraiment si quelqu'un veut l'avoir. Ben, c'est du côté de Langnau qu'on va aller le récupérer. Puis Stourny, il est tout seul et il va pouvoir battre Hollenstein. Du beau et du gros, comme on aime. Si tu te posais la question de savoir si les deux équipes étaient à 100%, ben sur cette action-là, tu vois effectivement que les mecs sont un peu moins concernés parce que quand on voit, il y a un peu hockey garage, hockey de champagne. Là, on ne peut pas trop se faire mal. Il y a des pucks qui rebondissent un peu à gauche ou à droite. Il a complètement raté son tir. Il voulait la lever, mais il est resté par terre. Ça s'appelle une feinte. C'est ça. Anderson qui va marquer. Regardez l'assist de Diaz sur ce On n'a pas l'habitude de le voir faire ça, Diaz aussi, hein, je m'excuse. Mais... Anderson, magnifique tir dans la lucarne. Hollenstein, il ne peut pas grand-chose. Il avait l'air quand même masqué. Puis, quand on regarde Hollenstein, c'est pas un gardien de grande taille. Il pouvait pas grand-chose. Hein. Très, très beau tir. Mais absence de Diaz, hein, quand même. Ouais, là, il y a eu un moment
De flottement. De flottement, oui. Glauser, pam! Oula, c'est là, ça c'est la bombe béchoussée. Tac, c'est fini. Au-dessus de l'épaule, short side, encore une fois, côté rapproché. 36, 37, 38e minute de jeu. Hein. Donc Zug, en l'espace de 3 minutes, là, prend 3 goals. Boum. C'est pas arrivé souvent cette saison. Hein. Et puis regardez comment il était sorti, là. Puis de le prendre côté rapproché à l'extérieur, c'est pas un très bon goal à prendre. 4-1, donc après 40 minutes de jeu, on va se rendre en troisième période. Diaz va se racheter en réduisant le score. 4-2, 47e minute. Ce puck avec une charge appuyée de Schilt qui a dû faire mal à Barofner. Et Diaz, sympa, qui pourrait jouer en attaque finalement. Il s'est bien repris sur la séquence. Hein. Il a annulé son -1 d'avant. Ouais, mais il était malin. Hein. Une petite feinte de revenir, back-end sur la latte. 3 joueurs de Langnau qui sont restés dans le coin, au chevet de Barofner. Mais là, Barofner, s'il prend l'angle de la palissade, comme il est beau, le rink. 4-2, Pascal Berger qui va marquer le 5e, le but de la sécurité pour Langnau. 48e minute de jeu. Un peu qui traîne dans le stock. Il est où? Il est au fond. Il faut noter qu'il est top scorer, hein, Pascal Berger, ce match. Hein, oui, mais Maxwell n'est pas là. Enfin, je veux dire, du côté de Langnau, en plus, il n'y a plus personne. Mais ils vont quand même gagner et battre les leaders, mine de rien. Ils soldent pas la fin de championnat. Tu parlais de fin de championnat, Stéphane. Est-ce que ça solde? Non, ça solde pas du côté de Langnau. Pourtant, tu te dis, et ils sont à 2 matchs d'être en vacances, là, Langnau. Ouais, ils jouent. Ce soir, c'est un match sympa pour eux. Contre Zug à la maison, tu marques des. Ils n'ont rien à perdre. Rien Kovar qui va aller marquer le 5-3. Parce que oui, Kovar, on sait qu'il est passeur, mais il est aussi buteur, le futur MVP du championnat. On peut déjà vous l'annoncer, parce qu'on le voit gros comme une maison. Je me risque un peu. T'as des informations qu'on n'a pas ou... Disons que je vois pas. Moi, qu'Andrigetto marque 8 buts peut-être dans le dernier match. Non, mais c'est vrai, il fait une sacrée saison. Non, il va gagner le championnat des compteurs, mais il a connu, à part le... Bon, c'est pas forcément le meilleur marqueur, mais on a une forte tendance à donner son meilleur marqueur, mais il a quand même été le leader à l'attaque de cette équipe tout au long de la saison. Puis c'est la meilleure équipe de la Ligue, donc MVP, si c'est pas un Jougois... Ils auront tout le monde meilleur autour de lui. Donc moi, j'aime beaucoup Tim Heed à Lugano. Lugano a connu une excellente fin de saison. On a parlé de 19 victoires dans les 24 dernières. C'est la meilleure équipe des 2 derniers mois et de loin. Et Tim Heed, en défense, est un grand leader. Évidemment, c'est plus difficile de voter pour un défenseur, mais c'est un joueur qui joue dans les 2 sens, expérience d'NHL. En son absence, on a perdu 4 matchs sur 5 du côté de Lugano. Après ça, le MVP, c'est le joueur le plus utile. Pas forcément le meilleur joueur, le plus utile, qui rend les meilleurs services à son équipe. Donc, ils rend les autres meilleurs aussi. Par la ah oui, non, mais je discute pas que c'est pas Kovar, mais je dis souvent qu'on a tendance à dire le meilleur marqueur, c'est l'MVP. C'est pas tout le temps comme ça. Parce que moi, si on marque quand je suis le championnat des marqueurs, je donne pas le MVP en marque, clairement. Il sera 2e probablement, mais pour moi, Nomark est un super joueur offensif, mais n'est pas le joueur le plus utile à son équipe. On est d'accord, mais tu le donnes à Pius Souter parce qu'il marque 30 buts? Ah, moi, je n'ai pas voté pour lui. Hein. Moi, je ne sais pas donner mon avis. Non, mais parce que le MVP chez nous, c'est vrai que c'est souvent le meilleur marqueur. C'est un peu compliqué. Mais tu es d'accord, c'est comme si tu ne le donnes pas à un gardien, quoi. Rappelle MVP des playoffs quand Berne est champion, puis que Giannoni finit à plus de 94%. Pourquoi tu le donnes pas à Giannoni? Giannoni, il fait gagner le titre. Après, ça, c'est une question d'interprétation. On l'a donné à Ruffenhardt ou bien non? Ouais, je crois. Ouais, bon, Giannoni avait eu MVP du meilleur gardien, etc. Mais c'est comme si tu pouvais pas donner 2 prix au même joueur, etc. Enfin, c'est un peu. Bref. Les gardiens. Un gardien, là, Gauthier Desclous, là, s'il finit la saison, là, OK, d'accord, on va pas retourner le couteau dans la plaie ce soir. Mais si tu finis à quoi? 93,5 ta saison, en tant que gardien, c'est énorme. Il doit être considéré comme un MVP. Mais après ça, tu regardes la saison de l'équipe, tu dis, ouais, mais ça doit être aussi d'une équipe. Guzog a connu une tellement bonne saison que tu dis, il y a quelqu'un dans cette équipe-là qui était. Moi, je pense que ça va être Kovar, mais je dis toujours que c'est la notion de joueur le plus utile. Je pense que Tim Heed est au moins autant utile à Lugano que Kovar l'est à Zug. Mais voilà, il flash moins, mais il a marqué 4 buts en prolongation, par contre. Voilà. C'est une longue discussion. Oui, et on en parlera, on peut en continuer à en parler après. Absolument, c'est gentil, c'est très gentil parce qu'on a encore quelque chose à vous montrer sur ce match. Un 2+10 de Stoïnov sur Schilt. Tiens donc, on va voir Schilt ici, le long de la bande. Non mais de Stoïnov sur Schilt, non, c'est pas possible.
Non, c'est Dostonov qui a pris. Non, c'est là derrière, c'est derrière là-bas. Ah ouais. C'est derrière sur le top scorer. Évidemment, on n'a pas aimé parce que c'est 5-2, il reste une 35. C'est toujours le timing. Est-ce bien nécessaire? Parce que C'est Dostonov sur Kovar, en fait. C'est que c'est ça, c'est Kovar. Tu dis, est-ce que tu veux blesser Kovar? Et ça faisait quelques séquences là, que ça brassait dans le match, puis que ça s'échangeait des mauvais coups. Puis là, Dostonov a été puni sur la séquence. Puis... C'est dommage qu'il ne s'est pas énervé de Stoïneuf 48 matchs avant, quoi. C'est ça. Non, c'est pas du tout ça. Hein. C'est pas cette séquence-là. Là, c'est l'autre d'après. C'est celle d'après, ouais. On le voit pas très bien. Bon, de ce que j'ai vu, c'est que Kovar est quand même, s'il sait qu'il y a un joueur derrière lui, mais Dostonov, il va un petit peu trop fort. À 1,35 de la fin, dans un match de 5-2, tu dis, bon, tu contiens. Il allait un petit peu fort. Je pense qu'on a eu peur du côté de Zug, l'air de dire, tu ne vas pas nous blesser notre meilleur joueur à la veille des playoffs. Et c'est là ça peut faire la différence. Messieurs, on arrive bientôt à la fin de cette soirée. On va passer à nos 3 étoiles. Troisième étoile de la soirée, je vais un petit peu trop vite, c'est incroyable, ça c'est moi, j'arrive à pas dépasser par le ralenti, mais à piéger notre réalisateur. Jules Stourny, Stéphane, 9 goals cette saison, Jules Stourny, un but, un assist pour lui ce soir. Est-ce que ce serait pas la révélation de la saison? Alex, alors, le mot révélation, j'en sais rien. Écoutez, marquer 9 goals avec Langnau, il en a marqué en fin de championnat. C'est quand même pas mal parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs dans cette équipe-là qui ont plus de 20 points. Il faut dire qu'ils ont connu une saison misérable. Et oui, c'est étonnant parce que c'est un gars qu'on ne connaissait pas vraiment. C'est un gars qui a joué dans le mouvement junior à Cloton, d'ailleurs. Et moi, j'aime bien la photo. J'aime bien surtout sa coupe de cheveux là, qui me laisse en toi. J'osais pas le dire. Ça te rappelle des souvenirs, Stéphane. C'est pour ça. Deuxième étoile de la soirée. Il a arrêté 30 shoots du côté du LH Stadion. Il faisait son retour dans la cage lausannoise. Tobias, Stéphane, Doug. Et il répond présent. On se posait la question. Botsozer marque beaucoup de points ces derniers temps, etc. Stéphane a rappelé tout le monde à l'ordre? Oui, ça va être une question à se poser. Tobias Stéphane, tout le monde se demande est-ce qu'il va être capable dans les playoffs? Est-ce que c'est le gars de la situation? Boltozer a eu un très bon championnat. On l'a signé pour 3 ans. Il fait le job. Donc, il y aura des choix qui devront être faits de ce côté-là, du côté de Lausanne. Mais une chose est sûre, ils auront 2 options si ça ne va pas comme prévu. Évidemment, un Biennois en première étoile de la soirée, Fabio Offer, 2 buts, 1 assist, Geoffrey. Oui, ça résume un peu la saison de Fabio Offer, qui fait une très très bonne saison, qui arrive un petit peu sur la pointe des pieds à Bienne depuis Ambry, mais c'est un joueur qui est très bon sur le powerplay, qui a un bon instinct au niveau du goal, et puis on le voit ce soir, il met un goal un peu en vieux routinier, en renard. Le deuxième, c'est dans la cage vide, on est d'accord, mais c'est un joueur qui a fait énormément de bien cette saison à Bienne. Un étranger à licence suisse. Oui, alors ça, on verra les décisions dans... Un Autrichien. Hein. Ouais. Il est autrichien, en net, d'ailleurs. Et puis, ça, c'est une bonne pioche de Martin Steinegger. Hein. Je veux dire qu'ils ont fait... il joue bien, il marque bien, puis c'est vraiment un joueur que j'aime bien offensivement et tout ça, mais pas un joueur qui est très bon marché non plus. Hein. Allez, messieurs, on va passer aux résultats de cette soirée, les récapituler, puis après surtout au classement. C'est ça qui nous intéresse particulièrement. Les résultats, la victoire d'Ambry face à Davos 2-1, le succès de Bienne face à Genève Servette 5-1, Lugano qui l'emporte facilement Rapperswil 5-0, 5-3 aussi pour Langnau face à Zug et la victoire de Lausanne, le blanchissage 2-0, le deuxième de la soirée face à Zurich. Au classement, Zug, on le sait, leader fini. Lugano avec 1,80 et deuxième. Lausanne 1,78 et 1,74 pour Fribourg, qui, rappelle-t-on, n'a pas joué et sont bons de toute façon. Reste Zurich 1,71. Bienne est passé au-dessus de la barre 1,66 et Genève se retrouve sous la barre à 1,65. Alors attention, c'est très simple. Il faut que Genève fasse 1 point de plus que Bienne pour que Genève se retrouve dans les 6 premiers. Voilà. Si Bienne gagne en 60 minutes face à Zug, c'est Bienne qui passe, quoi qu'il arrive, pour Genève. Et à ce moment-là, si Genève ne fait pas ça, il faut qu'il compte sur une défaite de Zurich. Vous avez compris? Tu t'en es bien sorti, Alex. Si Bienne gagne en 60 minutes, 3 points, merci. Et maintenant, Genève doit regarder ce que va faire Zurich, et Zurich doit absolument perdre. Parce qu'il ne doit pas faire un seul point. Si Zurich fait 1 point, c'est terminé. Zurich passe. Voilà. Donc ça veut dire que Genève n'a plus son destin entre les mains. Ça veut dire que Bienne a son destin véritablement entre les mains. Et ça change tout, évidemment, pour la dernière
journée. Messieurs, on parlait aussi de Swiss League, demi-finale, acte 1. Vous avez pu suivre les deux rencontres et notamment le large succès de Cloton sur Holton 6-2. On en voit un extrait avec ce but de Bach, le 4-2. Cloton, on les attendait, hein, Stéphane, ils répondent présent, hein, favori. Avec la joie, j'allais dire, mais la joie, on va parler dans un instant. Ils sont annoncés grand favori et ce soir, ils l'ont montré, là, clairement. Holton qui s'est imposé en 4 matchs face à Sierre. Ce soir, a trouvé chaussure à son pied. 6-2, il n'y a pas photo. Oui, alors que Langenthal a fait un petit break, un 5-4 en allant s'imposer du côté de Porrentruy. Avec ce succès, il marque donc un premier point dans cette série de play-off. On va vous remercier, messieurs, de nous avoir accompagnés évidemment ce soir. Merci beaucoup, Geoffrey Vauclair. Merci beaucoup, merci à vous. Stéphane, rendez-vous lundi, 15h45, notre match studio. On va s'intéresser à ce choc puisque Bienne a son destin entre les mains face à Zoug. Ça sera donc notre match studio. Rendez-vous dimanche, 15h20. Lundi, je vais y arriver, 15h25. D'ici là, merci à toute l'équipe technique. Prenez soin de vous, portez-vous bien et très belle fête de Pâques. Tac, tac. Ciao.